La mer Méditerranée. Aujourd'hui, ce nom évoque les plages, les ports de plaisance, les yachts de millionnaires et les calamars frits. Mais au XVIe siècle, l'ambiance était tout autre. Ces eaux étaient sillonnées par des galères chargées de marchandises en provenance d'Afrique et d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient. Et cette région était alors le centre économique du monde. La Méditerranée était aussi le théâtre de conflits entre l'Europe chrétienne et l'Orient. L'Empire ottoman en plein essor, affrontant la hargne des superpuissances européennes. Les territoires et le commerce n'étaient pas seuls en jeu, car il s'agissait également de conquérir l'âme humaine. Chrétiens contre infidèles, croisés contre turcs. Aujourd'hui, on appellerait ça le choc des civilisations. Dans la première partie de mon voyage, je suis allé à Istanbul pour retracer l'ascension de l'Empire ottoman, de sa conquête de Constantinople en 1453 à son avènement en tant que plus grande puissance impériale de son temps. Puis, je suis allé à Rhodes, ancien fief de l'ordre chrétien des Chevaliers de Saint-Jean, qui en furent chassés par le sultan ottoman, Soliman le Magnifique. Mon étape suivante a été Malte, refuge des Chevaliers de Saint-Jean, et site de la première grande victoire des chrétiens. De là, je me suis rendu à Venise, une superpuissance commerciale dont les échanges lucratifs avec les Ottomans se sont mués en un conflit sanglant pour le contrôle d'une île stratégique, Chypre. Aujourd'hui, je reprends là où je m'étais arrêté, à Chypre, dans le dernier bastion vénitien de l'île, Famagouste. Puis je rejoindrai au nord le village grec de Naupacte, scène de la célèbre bataille maritime de Lépante, avant de retourner via la Crète à Istanbul, pour achever mon périple là où il a commencé. Chypre est aux mains des Vénitiens depuis près de 100 ans, lorsque l'armée ottomane l'attaque en 1570. Les relations difficiles entre les Vénitiens et la population grecque locale permettent aux Ottomans de conquérir la majeure partie de l'île sans même combattre. Mais il y a une ville que les Vénitiens ne sont pas prêts à abandonner sans résistance. Un maillon vital dans leur chaîne de comptoirs commerciaux en Méditerranée. Le célèbre port de Famagouste. Quand les Ottomans encerclent Famagouste en septembre 1570, ils espèrent s'en emparer aussi facilement que du reste de l'île. C'est loin d'être le cas. Les Vénitiens n'ont reculé devant aucune dépense pour fortifier la ville. Et ils l'ont placé sous la tutelle de l'un de leurs commandants les plus courageux et les plus charismatiques, Marco Antonio Bragadin. J'ai reçu un message du haut commandement ottoman. C'était la tête de notre gouverneur de Nicosie, Niccolò Dandolo. Je l'ai enterré avec les honneurs. Si l'intention était de me persuader de me rendre, c'est un échec. Je vous le dis, même si les Ottomans ont pris facilement la ville de Nicosie, c'est avec leur sang qu'ils devront acheter Famagouste. Au printemps 1571, une offensive de grande ampleur est lancée sur Famagouste. Les canons pilonnent la ville, tandis que les sapeurs ottomans creusent des tunnels en zigzag jusqu'aux murailles pour tenter de les faire exploser. En même temps, la marine ottomane bloque le port, privant les assiégés de tout ravitaillement. Fin juillet, les attaquants finissent par percer les fortifications et contraignent Bragadin à se rendre. Les défenseurs vénitiens ont résisté pendant près d'1 an,
preuve de leur courage, mais aussi de l'efficacité des techniques de pointe employées pour protéger la ville. Les Vénitiens avaient élevé un extraordinaire système défensif en y consacrant des fortunes. C'était l'une des grandes forteresses militaires en Méditerranée. Les remparts de Famagouste sont restés presque intacts. Et l'historienne chypriote Sarab Kanaï m'en montre certains des principaux éléments. Quand les Vénitiens sont arrivés ici, ils ont amené une vingtaine d'architectes militaires, parmi lesquels, selon la rumeur, Léonard de Vinci. Il était ingénieur autant qu'artiste. Oui. Les fortifications ont changé avec l'évolution de l'artillerie de l'époque. Le canon avait été inventé et les boulets auraient détruit les murs d'origine, qui étaient verticaux et minces. Les murs ont été épaissis et les Vénitiens ont aussi ajouté ces tours rondes. Car quand une forme arrondie est frappée par un boulet, soit celui-ci détruit juste le point d'impact, soit il reste encastré et ne démolit pas tout l'édifice. L'autre caractéristique est une escarpe. Ce mur légèrement incliné où les boulets de canon ne restent pas encastrés, mais retombent en roulant. Ces tours rondes déviaient les boulets de tous côtés. Exactement. À l'époque, il s'agissait d'une technologie de pointe. C'était la Renaissance. Et cette technique très sophistiquée a été importée d'Europe dans la perspective de l'arrivée des Ottomans. Chef-d'œuvre d'ingénierie militaire, les remparts de Famagouste ont été le théâtre d'actes d'héroïsme, restés légendaires. Voici la porte de Jamboulat. C'est par ici que les attaquants ont réussi à entrer. Ils ont franchi les murailles? Oui. Et ça a donné lieu à une anecdote héroïque. Les Vénitiens avaient placé une hélice, une immense roue dotée de lames qui tournait et fabriquée, dit-on, d'après les plans originaux de Léonard de Vinci. Une machine diabolique. Tout à fait. Et apparemment très efficace. Elle découpait les gens comme un hachoir. Exactement. Un cavalier de l'armée ottomane, Jamboulat, a décidé de passer avec son cheval à travers la machine, parce que c'était le seul moyen de l'arrêter. En la bloquant. Oui. Le cheval s'est jeté dedans et Jamboulat s'est fait trancher la tête. La légende raconte que, toujours vivant, il s'est penché pour ramasser sa tête et la mettre sous son bras, puis brandissant son sabre de l'autre main, il a taillé en pièces les soldats vénitiens postés juste à l'intérieur. Et que c'est grâce à cela que les Ottomans ont pu entrer. Malgré ces combats sanglants, les termes de la reddition proposés par le commandant ottoman, Mustapha Pacha, sont généreux. Ils promettent la vie sauve à Bragadine et à ses hommes. Mais une querelle concernant la disparition et l'exécution probable de 50 pèlerins musulmans qui étaient retenus en otage dans la ville transforme ce qui aurait dû être une issue paisible en un scénario cauchemardesque. Nous sommes en haut de la porte de la terre, où les Vénitiens ont hissé le drapeau blanc, en signe de capitulation. Bragadine a été reçu par Lala Mustapha Pacha dans son campement. Et tout s'est bien passé jusqu'à ce que celui-ci lui demande le retour des 50 otages. La réponse ne lui a pas plu. Ces 50 pèlerins partis pour le Hadj étaient morts. Oui. Mais ce n'était pas la réponse que Lala Mustapha Pacha voulait entendre. Non, il est entré dans une colère noire. Bragadine a été emprisonné. On lui a coupé les oreilles et le nez
et on l'a plongé dans de l'eau salée pour que ce soit encore plus douloureux. Ensuite, on l'a conduit sur la place et écorché vif. Dépecé. Oui. Une fin atroce. Ce n'est pas terminé. Sa peau a été remplie de paille et promenée dans les rues de Famaguste pour montrer ce qui se passait quand on trahissait les Ottomans et qu'on manquait à sa parole. Une triste fin pour Bragadin. Triste. Horrible, oui. Horriblement triste. Et une triste fin pour la défense. Car défendre Famaguste, ce n'était pas seulement défendre ses murailles, son mortier et ses briques, mais défendre la chrétienté. Si les horreurs de Famaguste sont de l'histoire ancienne, le poids de ces sanglantes divisions nationales et religieuses continue de peser sur l'île. Après la Première Guerre mondiale, Chypre a quitté le giron ottoman pour devenir une colonie britannique, avant d'acquérir son indépendance en 1960. Peu après, des conflits ont éclaté entre les communautés grecques et turques. En 1974, ces affrontements ont dégénéré en une guerre ouverte qui a vu l'armée turque envahir et occuper la partie nord de l'île. Aujourd'hui, Chypre reste divisée en deux, la plus grande partie étant placée sous administration grecque, l'autre sous contrôle turc. Pour passer d'un côté à l'autre, il faut franchir des postes de contrôle et un no man's land s'étendant au milieu de ce qui est aujourd'hui la seule ville d'Europe à être coupée en deux. Nicosie, la capitale. Je viens de passer quelques jours dans la partie nord, le secteur turc. Et je m'achemine vers le sud de Nicosie pour entrer en territoire grec. Ces bâtiments en ruine sont les vestiges de la guerre de 1974. Une frontière récente, mais un clivage ancestral. Aujourd'hui, les relations entre musulmans et chrétiens à Chypre sont peut-être en voie de rétablissement. Mais au XVIe siècle, l'issue du siège de Famaguste a attisé la haine de part et d'autre. À Venise, la nouvelle du sort de Famaguste et de Bragadin a été reçue avec effroi. La ville endeuillée a élevé un monument en l'honneur du défunt commandant, ici, dans l'église Santi San Giovanni e Paolo, à côté des tombeaux des doges et des images des martyrs. Ce mémorial, derrière moi, est dédié au héros vénitien de Famaguste, Marco Antonio Bragadin. On peut dire que c'est son tombeau, car cette urne est censée contenir sa peau qui, dit-on, était douce comme la soie. La fresque au-dessus, qui dépeint sa mort affreuse, était pour les Vénitiens un rappel constant des souffrances que lui avaient infligées les Ottomans. Mais il n'était pas mort en vain. Il avait freiné l'avancée ottomane et surtout offert à Venise un martyr et une cause. La mort de Bragadin a eu l'effet contraire à celui qu'escomptaient les Ottomans. Elle était censée faire trembler l'Europe, mais elle a en fait poussé les Vénitiens à faire cause commune avec le pape et les Habsbourg, et elle a unifié l'Europe chrétienne. Pour Venise, la mort atroce de Bragadin n'est pas le seul affront. Durant le siège de Famaguste, les Ottomans ont aussi lancé des raids contre les bastions vénitiens de la Crète à l'Adriatique, pratiquement aux portes de la ville. Les bonnes relations que les deux empires entretenaient depuis des siècles tournent au vinaigre. Et Venise, déterminée à mettre fin à ce règne de terreur et à réimposer sa suprématie maritime, met au point une arme révolutionnaire dans ses chantiers navals, à l'époque les plus grands d'Europe, l'Arsenal. Voici l'arme secrète des Vénitiens, la galéas. La galéas,
C'était la première fois qu'on en voyait? Oui. La Galéas a été une surprise quand elle est apparue en Méditerranée. Et pendant quelques années, les Vénitiens ont cru que ce serait la nouvelle reine des mers. Elle faisait un peu plus de 50 mètres de long et possédait 30 canons disposés tout autour et couvrant 360 degrés. Une galerne avec un petit angle de tir sur le devant, avec 3, 5 ou 7 canons, pas plus. Ici, il y en avait 30, et ils étaient plus gros. La Galéas, c'était comme le château sur la colline, et les galères, la cavalerie qui partait engager la bataille. Exactement. C'était comme une forteresse flottante. Mais elle avait un gros inconvénient. Elle était lourde, difficile à manœuvrer et très lente. Cette arme secrète tenait un peu d'une stratégie à risque? Oui. Naviguer sur une galéas était un acte de courage. Conscients qu'une guerre totale avec les Ottomans est inévitable, les Vénitiens sont désormais engagés dans un front chrétien uni, mené par le pape Pie V pour repousser les Turcs au nom de la chrétienté. Rassemblant des troupes espagnoles, italiennes et vénitiennes, ainsi que le célèbre ordre des Chevaliers de Saint-Jean basé à Malte, cette coalition est la plus grande force chrétienne à avoir jamais pris la mer. Baptisée la Sainte Ligue, elle est placée sous le commandement d'un jeune prince Habsbourg, Don Juan d'Autriche. C'est un grand honneur pour moi d'accepter le rôle de commandant en chef de notre Sainte Ligue. On me dit jeune et inexpérimenté, mais j'ai 24 ans et j'ai combattu les pirates arabes sur nos côtes et écrasé les morisques rebelles en Espagne. Je sais combien le défi est grand et la saison tardive. Mais les crimes de Famagouste doivent être vengés. Et si Dieu le veut, je nous conduirai unis à une glorieuse victoire dans cette cause sacrée. En septembre 1751, la Sainte Ligue rassemble plus de 200 navires de guerre au large de la Sicile, avec pour mission de traquer et d'anéantir la flotte ottomane. Ils longent les côtes grecques en direction du golfe de Lépante, actuel golfe de Corinthe, où sont réfugiés des bateaux ottomans et arrivent à proximité en octobre. Il est difficile d'imaginer que le paisible village de Naupacte, sur la côte nord-ouest du golfe de Corinthe, ait vu se dérouler l'une des plus grandes et des plus sanglantes batailles navales de l'histoire. Aujourd'hui, c'est une destination balnéaire appréciée des Athéniens, mais en octobre 1571, l'ambiance y était bien différente. La ville était depuis l'Antiquité une place forte stratégique. Avec son port abrité et ses fortifications dominant l'entrée du golfe, elle formait un refuge naturel pour les galères ottomanes croisant dans la région. À l'époque, la ville s'appelait Lépante. Et en septembre 1571, la flotte ottomane y a fait relâche. Les équipages et les esclaves avaient besoin de repos. Et une partie des hommes n'était plus là quand on a appris que la flotte chrétienne était à 60 km et voulait en découdre. Les Ottomans ont hésité entre partir et rester, mais encouragés par des rapports sous-estimant la puissance de feu de l'ennemi, ils ont décidé de l'affronter. Le 7 octobre 1571, une armada ottomane de 300 galères, sous le commandement d'Ali Pacha, quitte la sécurité du port et traverse le détroit de Corinthe, où elle se trouve face à la Sainte Ligue. Jamais une bataille navale n'avait été d'une telle ampleur.
L'historien et écrivain Roger Crowley me montre l'endroit où on pense qu'elle se serait déroulée. Le matin du 7 octobre 1571, la flotte chrétienne était alignée ici, entre ce point et celui-ci là-bas. La flotte ottomane arrivait de cette direction. Il y avait 600 navires ici. Sans doute 80% de toutes les galères naviguant en Méditerranée. 125 000 hommes. Un rassemblement de bateaux encore jamais vu en Méditerranée et plus jamais revu depuis. C'était comme une épreuve olympique. Tous les grands marins de l'époque étaient là. La flotte ottomane adopte sa traditionnelle formation en croissant, tandis que les navires chrétiens s'alignent derrière leurs 6 galéas vénitiennes placées à intervalles réguliers. Quand les bateaux ottomans arrivent à portée de canon, les galéas déclenchent un déluge de feu qui détruit près d'un tiers de la flotte ennemie en quelques minutes. Les galéas ont dévasté une grande partie de la première ligne. Les Ottomans avaient de nombreux archers, capables de décocher 30 flèches pour chaque coup de mousquet tiré par les chrétiens. Mais ceux-ci étaient très lourdement armés. Et pour finir, les armes à feu se sont avérées plus efficaces que les arcs et les flèches. Don Juan avait emmené son ouistiti apprivoisé, qui a passé la bataille à retirer les flèches plantées dans les mâts et à les jeter à l'eau. Très attentionné. Les 2 personnages clés, Ali Pacha côté ottoman et Don Juan côté chrétien, se sont affrontés directement? Oui. Le navire amiral ottoman s'est dirigé droit vers le navire amiral chrétien. Son énorme proue s'est dressée au-dessus de la galère de Don Juan, comme un monstre marin, et s'est écrasé sur elle, en projetant des esclaves de tous côtés. Et une lutte s'est engagée entre les 2 équipages pour monter à l'abordage. Les Espagnols avaient de nombreux piquiers qui ont donné l'assaut en transperçant les Ottomans. Ali Pacha a été abattu et décapité, et sa tête plantée sur une pique. Honnêtement, je pense que personne ne pouvait voir quoi que ce soit avec la fumée, les tirs, les navires qui se percutaient, les cris des hommes tombant à la mer. C'était le chaos complet. Comme l'a dit un combattant, c'était comme si on avait été transporté dans un autre monde. Sur certains bateaux, les Ottomans ont manqué d'armes. Ils ont donc pris les seules choses qu'ils avaient, c'est-à-dire des oranges et des citrons, et les ont lancés sur les chrétiens, déclenchant des rires. Le navire amiral ottoman avait été mis à sac. Et quelqu'un a remarqué qu'il se balançait doucement sur l'eau avec des turbans qui roulaient sur le pont, et que dans chaque turban, il y avait une tête. Quand la bataille s'est terminée, 135 navires ottomans avaient été capturés. 25 000 Ottomans étaient morts. 12 500 esclaves chrétiens avaient été libérés et les bateaux ont eu du mal à repartir tant la mer était encombrée de cadavres, comme une représentation biblique de la fin du monde. La bataille a coûté la vie à 40 000 hommes en l'espace de 4 heures. Un taux de mortalité sans précédent qui n'a ensuite été surpassé que pendant la Première Guerre mondiale. La bataille de Lépante a été l'engagement naval le plus féroce de l'histoire. Mais elle a été une grande victoire pour la Sainte Ligue. Et les cloches des églises ont sonné dans toute la chrétienté. À Rome, le pape Pie V aurait eu une vision au moment où la tête d'Ali Pacha était séparée de son corps. Et le nom de Don Juan était sur toutes les lèvres. L'écrivain espagnol Miguel de Cervantes, auteur de Don Quichotte, a parfaitement résumé l'état d'esprit de l'époque. J'étais à Lépante, frappé à la poitrine, la main gauche estropiée. J'ai survécu. La victoire de Lépante
a été le plus grand événement qu'aient vu les siècles passés et que puissent voir les siècles à venir. L'euphorie s'est emparée de l'Europe chrétienne et à Venise, plus que partout ailleurs, on a célébré la victoire dans la liesse. Pourtant, les retombées à long terme de l'épante n'ont pas été aussi brillantes qu'on aurait pu le croire. La bataille de l'Épante a eu un effet psychologique très positif sur la Méditerranée chrétienne. Les Ottomans n'avaient pas perdu une bataille depuis 170 ans et les Européens ont pensé qu'ils pouvaient vaincre les Turcs. On voit des images de la bataille de l'Épante dans toute l'Europe occidentale. Au Vatican, il y a une chapelle qui lui est dédiée. À Lyon, il y a une basilique décorée de scènes de cette bataille. C'était important pour l'Europe occidentale, car c'était sa première grande victoire navale contre les Turcs, les musulmans, l'ennemi. La bataille de l'Épante est restée célèbre dans toute l'Europe. Ici, dans l'arsenal de Barcelone, est exposée une fidèle réplique de la galère de Don Juan pour rappeler aux générations futures le triomphe le plus glorieux de la chrétienté. Pour les Turcs, ce n'est qu'une bataille parmi d'autres. Quand ils parlent de leur histoire, ils disent « On a gagné une bataille en prenant Chypre, on en a perdu une autre à l'Épante. » Ça a révélé des fissures dans le système ottoman. Mais c'était un empire très stable et très solide qui s'est remis de cette défaite. Le grand vizir Mehmed Pacha a déclaré « En détruisant notre flotte, vous nous avez coupé la barbe. Mais en prenant Chypre, nous vous avons coupé un bras. La barbe repoussera, pas le bras. » Ce que l'Épante a vraiment montré, c'est qu'on ne pouvait pas conquérir la mer avec des navires à rames. Et les deux empires ont commencé à tourner le dos à la Méditerranée pour chercher d'autres terrains de conquête. Sur terre, les Ottomans continuent à progresser, surtout dans l'Est, où ils pénètrent en Perse jusqu'aux rives de la mer Caspienne, en prenant l'Azerbaïdjan et la plus grande partie de la Géorgie au nord. Istanbul se couvre des signes ostentatoires de l'immense richesse de l'Empire. Chaque nouveau sultan fait édifier des mosquées, des monuments et des tombeaux toujours plus grands et plus élaborés, modifiant radicalement le visage de la ville et favorisant un formidable essor artistique. C'est l'époque de l'architecte royal Sinan, qui dessine certains des bâtiments les plus emblématiques de l'Empire. C'est aussi une période exceptionnelle pour les arts décoratifs, comme le montre la splendeur des céramiques d'Iznik. Un aspect fascinant de cette période de l'histoire ottomane est la coexistence d'actes de cruauté et de violence et d'une production artistique sublime. Beaucoup de sultans étaient des hommes cultivés. Certains étaient d'éminents poètes. Cela faisait presque partie de leur fonction et leur mécénat a fait s'épanouir les arts. C'était un âge d'or, l'équivalent oriental de la Renaissance italienne, et son égal sur tous les plans. C'était l'âge d'or de l'architecture, mais tout était dirigé par la cour. Sinan était un janissaire, un ingénieur militaire. Et l'architecture ottomane fait presque penser à Rome. Des arcs dépouillés, des pierres blanches, des toitures en plomb. Tout est fait pour durer et possède une dignité impériale. On ne badine pas. Le but est de montrer la force, la puissance et la grandeur de l'État. Pourtant, comme dans beaucoup d'empires à leur apogée, des signes de décadence et de débauche apparaissent. La vie dans le harem, les quartiers privés du sultan et de ses épouses et concubines, au palais de Topkapi à Istanbul, devient de plus en plus dangereuse.
Les sultans de l'âge d'or étaient des rois guerriers. Un été, ils étaient en Iran ou en Irak, un autre à Budapest ou devant les murs de Vienne. C'étaient des nomades et des soldats. Des dirigeants cruels, mais forts. Mais ce mode d'exercice du pouvoir a changé. Le harem s'est politisé. Et après un certain temps, on a cessé d'envoyer les sultans dans les provinces et les princes héritiers ont commencé à passer toute leur vie au harem. Est arrivé un moment où les sultans sont devenus des outils dans les mains d'autres personnages au sein de l'État, comme les janissaires et les femmes puissantes du harem. La vie au harem était profondément liée à l'exercice du pouvoir. Roxellan, l'épouse de Soliman le Magnifique, en est l'un des principaux exemples. Pas directement, mais par son influence, elle a causé la mort de 2 des fils aînés de Soliman le Magnifique, dont l'un était son propre fils, afin de dégager la voie pour le sultan Selim II, parce qu'elle savait qu'ainsi elle pourrait tout contrôler. Les intrigues et les dangers de la vie au harem n'ont pas de secret pour l'historienne et guide Nilguin Kurhan. Cet endroit est charmant. À quoi servait-il? C'était le quartier des eunuques. Les eunuques? Oui. Ils servaient les femmes du harem. Très intéressant. Asseyons-nous. Racontez-moi ça. Les eunuques étaient des jeunes gens enlevés à leur famille. Les janissaires se rendaient dans les villages au printemps et les garçons grands et intelligents étaient enrôlés dans l'armée. Les autres étaient castrés et mis au service des dames du harem. Donc ils vivaient ici. Oui, dans des dortoirs. Ils apportaient les repas de la cuisine jusqu'ici. L'entrée de la zone du harem où aucun homme n'avait le droit d'entrer. Comme ils étaient castrés, ce n'étaient pas vraiment des hommes. Exactement. Parfois, ils arrivaient à échapper à l'opération, ou bien celle-ci ne marchait pas. Et ils pouvaient donc se faire passer pour des eunuques, mais garder leur virilité. Les sultans étaient très à cheval sur la pureté de la lignée ottomane. Ils voulaient la préserver et ils ont décidé de remplacer les eunuques blancs par des eunuques noirs, originaires du Soudan. De cette façon, s'il naissait dans le palais un enfant de couleur, on savait qui était le coupable. Les eunuques avaient aussi une autre utilité. Parfois, les femmes du sultan voulaient se débarrasser de ses autres héritiers, mais elles ne faisaient rien elles-mêmes. Il fallait avoir quelqu'un à blâmer, en l'occurrence les eunuques. Chacune des femmes du harem essayait de faire en sorte que son fils soit le prochain sultan? Oui, parce que selon la règle, c'était le fils aîné qui succédait à son père. Et quand il arrivait au pouvoir, il tuait ses frères, c'était classique. La mère du deuxième fils savait qu'en se débarrassant du premier fils, elle aurait une chance de voir le sien devenir sultan. Quand un eunuque commettait un meurtre, le commanditaire ne voulait pas qu'il puisse raconter ce qu'il avait vu et entendu. Donc, pour qu'il ne puisse pas parler, on lui coupait la langue. Et pour qu'il ne puisse pas entendre les cris de la personne qu'il tuait, on lui perçait les tympans. C'était une forme de fratricide systématique. C'était parfaitement accepté. En 1595, la pratique du fratricide royal atteint son paroxysme. Ce n'est nulle part plus frappant qu'ici, dans le tombeau du sultan Mourad III, mort cette année-là. Mourad III a eu pour successeur son fils aîné, Mehmed III. Et le jour où celui-ci est monté sur le trône,
Il a fait tuer ses 19 frères cadets. À voir leur cercueil dans le tombeau de leur père, certains étaient à peine sortis de l'enfance. C'est un lugubre témoignage de cet incroyable système de succession. Mais ça ne s'est plus reproduit ensuite. Après cela, les rivaux potentiels ont juste été emprisonnés à vie dans le palais de Topkapi. Malgré les machinations et les intrigues au sein du palais, l'Empire ottoman représentait encore une formidable menace. Au milieu du XVIIe siècle, si le principal théâtre d'opération n'était plus la Méditerranée, les ambitions ottomanes dans la région restaient intactes. Une île suscitait notamment la convoitise, la possession sans doute la plus précieuse des Vénitiens, la Crète. Belle, sauvage et faiblement peuplée, la Crète est un endroit chargé d'histoire. Dans l'Antiquité, on la tenait pour le lieu de naissance du dieu grec Zeus. Aujourd'hui, c'est l'une des destinations touristiques les plus prisées en Méditerranée. Cette île, stratégiquement située à l'entrée de la mer Égée, était considérée par les Ottomans comme essentielle à la protection de leur empire. Pour les Vénitiens, c'était leur dernière grande possession coloniale dans l'est de la Méditerranée. Elle jouait un rôle crucial dans leurs échanges commerciaux avec le Moyen-Orient et il n'était pas question pour eux d'y renoncer. La capitale crétoise, Héraclion, a conservé très peu de vestiges de son passé vénitien. Mais à son apogée, c'était une sorte de Venise en miniature, avec des places et des palais. La première cité après la première cité, comme on disait, car seule Venise la surpassait. Aujourd'hui, c'est difficile à imaginer, mais entre les marchands de glace et les boutiques de souvenirs, on rencontre quelques traces de sa gloire passée. Comme cette fontaine, au centre de ce qui était la place principale de l'ancienne cité vénitienne. Les Vénitiens accordaient beaucoup d'importance à la Crète, où ils produisaient de l'huile d'olive et du vin, et qui leur fournissait des ressources économiques de toutes sortes, du bois, des rameurs pour les galères. Les Vénitiens ont combattu à mort pour conserver leur île. Ils ont dépensé des millions de ducats pour bâtir et rebâtir les fortifications d'Héraclion. Après avoir attaqué et pillé la Crète sans relâche pendant plus d'un siècle, en 1645, les Ottomans ont lancé une offensive de grande ampleur pour prendre totalement le contrôle de l'île. Au bout de 2 ans, celle-ci était entre leurs mains, sauf la principale ville, Héraclion. Il s'en est suivi l'un des plus longs sièges de l'histoire, qui a duré 22 ans. Dans le port, la forteresse très bien conservée a été le témoin de cet épisode. Au printemps 1645, l'artillerie ottomane commence à bombarder la ville. Mais les murailles, le nec plus ultra de l'ingénierie militaire, se révèlent imprenables. Pendant ce temps, les Vénitiens passent à l'offensive et frappent au cœur même de l'empire ennemi pour bloquer le détroit des Dardanelles et interrompre les lignes de ravitaillement ottomanes. Les 10 années suivantes, la mer Égée est le théâtre de violentes batailles navales. Dans les années 1660, les forces chrétiennes d'Espagne, de France et de Malte se jettent dans la mêlée, transformant ce qui était un conflit isolé en une guerre prolongée qui vise à chasser les Ottomans de la Méditerranée. Mais sans résultat. Le moment décisif a lieu en juillet 1669, quand un tonneau de poudre prend accidentellement feu à bord d'un bâtiment de guerre français qui explose. Démoralisés, les Français abandonnent la partie, laissant les Vénitiens en infériorité numérique et contraints de se rendre. Le siège d'Héraclion a été long, sanglant et difficile. Et sa fin a sans doute été un soulagement des deux côtés.
Pour les Ottomans, ça a été une grande victoire, quoique coûteuse. Quant aux Vénitiens, ils avaient perdu le fleuron de leur empire maritime. Depuis 22 ans, toute l'Europe en parlait. Mais quand le siège s'est terminé, le monde était passé à autre chose. Les enjeux pour lesquels on s'était battu avaient perdu leur importance. Le déclin de ces deux empires méditerranéens est étroitement lié au déclin de la route de la soie. C'est pour cela qu'ils luttaient, pour l'argent, pour le contrôle du commerce. Le centre d'intérêt s'est déplacé de la Méditerranée vers les océans. La découverte de l'Amérique et l'ouverture des voies commerciales portugaises vers l'Inde et l'Extrême-Orient ont offert d'autres horizons. La montée en puissance de nouveaux empires modernes et coloniaux, comme la Grande-Bretagne, la France, la Russie, a mis fin à l'hégémonie des deux vieilles puissances méditerranéennes. La perte d'Héraclion est un coup rude pour l'empire commercial vénitien. Mais curieusement, elle marque aussi la fin de l'expansion ottomane. Le conflit intense qui consumait l'Europe chrétienne et l'Empire ottoman depuis près de 3 siècles aboutit à une impasse. Pour le sultanat à Istanbul, il est de plus en plus difficile de supporter le poids d'un vaste empire. L'Empire ottoman est un exemple classique d'expansion excessive. Un immense territoire, des millions de sujets, souvent d'origine ethnique très différente et pas toujours satisfaits de leur sort, des milliers de kilomètres de frontières à travers des terres inaccessibles et hostiles, le tout sous le contrôle purement symbolique d'un centre mou et décadent. De plus, tout cela était très coûteux. Et avec la faiblesse croissante des dirigeants, l'Empire était sur le déclin. Le rêve d'un grand califat ottoman, englobant toute l'Europe occidentale, a peu à peu été abandonné. La peur suscitée en Europe par les prouesses militaires des Ottomans a commencé à disparaître. Ça a été un long processus. Vienne a été assiégée en 1683, mais peu à peu, la Sublime Porte est devenue l'homme malade de l'Europe. Au cours des siècles suivants, l'Empire se rétrécit et perd une grande partie du territoire conquis sur l'Europe chrétienne, ainsi que la plupart de ses possessions en Afrique et au Moyen-Orient. Au XIXe siècle, les Ottomans sont repoussés jusque dans les Balkans et dans la péninsule de Crimée. Au début du XXe siècle, l'Empire n'est plus que l'ombre de lui-même, avec des frontières qui finissent par se limiter à celles de la Turquie actuelle. Il y a eu une révolution militaire en Occident, une révolution industrielle. Les armes, les tactiques et l'organisation de l'armée ont changé. Et les Ottomans ont mis longtemps à le comprendre. Les janissaires, en tant que force de combat, ont eu du mal à s'adapter à cette évolution des tactiques, des armes et des stratégies. Ce que le sultan ottoman n'a pas pu réaliser avec son titre impérial, il a commencé à le créer avec son titre religieux. Dans les mosquées, les imams rappelaient aux fidèles de ne pas désobéir au sultan, de ne pas lui manquer de respect, parce qu'il était aussi le chef religieux. Cette approche conservatrice a conduit au fondamentalisme. Et les Ottomans, qui étaient auparavant très ouverts à l'Occident et désireux d'apprendre de lui, ont commencé à considérer tout ce qui venait de lui et du monde chrétien comme mauvais. La culture ottomane, qui avait un siècle d'avance sur la culture occidentale, a pris en l'espace de 100 ans un demi-siècle de retard sur elle. L'Empire ottoman a été l'un des plus puissants et des plus durables que le monde ait jamais connus. De ses débuts au XIVe siècle sous le premier sultan Osman, il s'est étendu au-delà de toute attente pour unifier la majeure partie du monde musulman. À son apogée, son territoire s'étendait des rives de l'Atlantique aux frontières de l'Iran,
et au nord jusqu'aux portes de Vienne, en Europe. Pendant plus d'un demi-millénaire, une chaîne ininterrompue de sultans a régné en maître, mais avec des pouvoirs grandement diminués alors que l'Empire entrait dans ses dernières années d'existence au début du XXe siècle. Voici Mehmed VI, le dernier sultan ottoman. Après de nombreuses insurrections et révoltes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l'Empire était clairement au bord de l'effondrement. Son alliance avec l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale lui a été fatale. Un changement s'imposait et il est apparu sous la forme d'un mouvement laïque moderne mené par Mustafa Kemal Atatürk, un ancien militaire. Dans les années d'après-guerre, Atatürk a lancé un programme de réforme et de modernisation qui a transformé l'Empire ottoman moribond en l'État turc moderne. Toute trace de l'ancien régime devait disparaître, dont le sultanat qui a été aboli en 1922. Mehmed VI, le dernier sultan d'une dynastie vieille de 600 ans, a par une suprême ironie de l'histoire été envoyé en exil à Malte. Il n'a jamais revu son pays natal. Furie au pays du Fès. Le traité de Sèvres est signé. Mehmed VI, souverain de l'Empire ottoman déchu, est le premier à éprouver le pouvoir de son peuple. Un gouvernement nationaliste remplace le sultan de Turquie. Le cousin de l'ancien sultan, Abdülmecid II, est autorisé à assumer la fonction de calife, chef spirituel des musulmans. Mais il ne conserve ce rôle que 2 ans, avant que le titre ne soit définitivement supprimé en 1924. Abdülmecid II a reçu 2000 livres et il a été expédié par l'Orient Express en Suisse. La page finale était tournée. Le dernier représentant d'une dynastie autrefois toute puissante quittait lentement la gare à bord du train qui l'emportait vers un exil ignominieux. Malgré sa triste fin, l'Empire ottoman a laissé un riche héritage. Et aujourd'hui, des restes de sa gloire passée sont visibles partout sur ses anciens territoires. Les luxueuses demeures de marchands en Égypte, les palais et les caravansérails de Syrie, les mosquées et les ouvrages d'art des Balkans sont un constant rappel de l'influence et de l'étendue de cet empire jadis glorieux et des conséquences à long terme de sa disparition. Les conflits auxquels le monde fait face sont, d'une manière générale, dus à l'absence ottomane. Parce qu'avant que les 2 guerres mondiales ne redessinent les frontières, beaucoup de régions, surtout à l'apogée de l'Empire, étaient disciplinées, ordonnées et très prospères. Quand on regarde le monde actuel, les Balkans, la Bosnie-Herzégovine, la Yougoslavie, la Russie, la Tchétchénie, le conflit entre Israël et la Palestine, toutes ces régions sont d'anciennes possessions dont les Ottomans étaient parvenus à maintenir la cohésion. En étudiant l'histoire à travers les sources ottomanes, on trouve tout un discours sur la guerre sainte, le triomphe de l'islam, la victoire de la cause. Mais quand on examine comment ces gens agissaient, comment ils s'organisaient, comment ils prenaient les décisions stratégiques, on voit que le but était le pouvoir et pas vraiment la religion. Ils ont fait exactement comme les empereurs romains, comme les superpuissances pendant la guerre froide, comme les gens qui présentent la guerre en Irak, par exemple, comme un choc des civilisations. C'est un rideau de fumée, dont l'objectif est de dissimuler de quoi il est réellement question. Vous pouvez toujours vous servir de la religion comme d'une identité, mobiliser les masses en son nom, coller à votre guerre l'étiquette de guerre sainte. Mais ce qu'il y a derrière est bien plus profond.
Était-ce un choc des religions? C'est une question essentielle à se poser aujourd'hui. Dans les détails, non. C'étaient des personnages manipulateurs. Et le drapeau le plus puissant qu'on puisse agiter a toujours été la religion. Lors de la chute de Constantinople, le conseiller soufi du sultan Mehmet lui a dit « Ne parlez pas de foi. L'armée est épuisée, parlez de pillage. » Quand on examine les choses en profondeur, c'est l'or et pas Dieu qui vous attache l'obéissance des soldats. Mais la grande force unificatrice qui vous incite à haïr votre voisin, l'autre, l'étranger, c'est toujours la religion. Djihad, croisade ou simple lutte de pouvoir, le long conflit entre ottomans et chrétiens a indéniablement façonné le monde moderne. Comme les murailles décrépites qui entourent l'actuel Istanbul et qui protégeaient jadis la grande capitale chrétienne de Constantinople, les lignes de faille idéologiques et religieuses qui séparent l'Orient et l'Occident au XXIe siècle sont enracinées dans un passé qui, bien que révolu, n'en continue pas moins de définir et d'influencer le présent.